Bien, bonjour à chacune et à chacun. Merci d'être là. Il y a des petits problèmes d'embouteillage, me dit-on, qui fait qu'on est un petit peu moins nombreux que prévu. Mais comme ça, voilà, vous pourrez avoir un dialogue encore plus personnel peut-être avec Anastasia. Je me présente Hervé Sauzet, je suis le président de GPMA, l'association Groupement Prévoyance Maladie Accident qui regroupe tous les assurés santé du groupe Generali. Ils sont présents également dans la salle les responsables de la région parisienne de Generali. Donc c'est au titre de Generali et de GPMA que j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet important, important, celui du passage à la retraite. Quelqu'un disait c'est la liberté à plein temps, quelqu'un d'autre disait nouvelle vie, nouvelles envies. Enfin, c'est une étape de vie très importante que connaît parfaitement sur le bout des doigts Anastasia Blanchet, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Merci Anastasia. On a l'habitude d'organiser ensemble des stages de préparation à la retraite qui durent plus longtemps là, que la petite discussion qu'on va avoir ensemble. Anastasia, elle est psychologue, psychanalyste, psychothérapeute, psychosociologue, voilà, et grande spécialiste de la retraite. Elle a écrit un livre sur ce sujet qui s'appelle La retraite, une nouvelle vie, sur l'image de l'Odyssée. On vous en parlera. Encore merci et à tout à l'heure. Merci Hervé pour cette présentation. J'enlève mon masque 2 secondes pour que vous puissiez voir à peu près à quoi je ressemble. Voilà. Et je le remets. Oui. Alors, attendez, je le remets. Je fais comme Castex, moi j'ai du mal à le remettre. Alors, donc, je suis ravie de vous accueillir ici et puis de passer ce moment avec vous sur un sujet, comme le disait Hervé, qui est extrêmement vaste, complexe, riche et passionnant, puisqu'il va concerner, on va le voir, un paquet de temps de votre vie. Je ne me présente pas plus. Voilà, je suis psy, quelque chose, vous avez entendu. Et puis, j'ai animé des séminaires depuis 15 ans sur retraite et histoire de vie. Je travaille aussi avec Hervé sur des séminaires sur la retraite. Et j'ai écrit un ouvrage où je me suis inspirée d'Ulysse. Je vous conseille de relire, si vous en avez le temps et l'envie, l'Odyssée, parce que ça parle de vous, enfin ça parle de nous, mais justement des différents écueils qu'on peut rencontrer au cours du passage et de la retraite. Voilà. C'est très inspirant, la mythologie. Ça fait beaucoup de bien, non? Vous ne croyez pas? De retrouver des personnages, parce que ça parle de nous, c'est toujours là. Alors, donc, la retraite, qu'elle soit très attendue, il y en a qui disent vivement la retraite, ah là vraiment, ou très redoutée, ah non, au secours, surtout pas la retraite. Donc on voit que c'est un sujet qui va être assez clivant, constitue en fait un véritable tournant majeur dans les étapes d'une vie. Alors c'est une véritable odyssée intérieure, prenez-le dans le sens fort du terme, qui comporte à la fois des menaces, on va les voir, et des opportunités. On a les deux. Est-ce que ce sera une mort sociale, une nouvelle vie? Alors cette question se situe à l'articulation, et c'est ça qui est intéressant, du psychique, du biologique, du social et du politique. Car elle comporte des enjeux à la fois individuels, par un changement radical dans votre histoire de vie personnelle, et collectif par un changement social majeur lié au vieillissement de la population. Alors, je vais aborder 5 points. Je ne sais, c'est bon? Vous pouvez... Voilà. Voilà, il y aura 5 grands thèmes dans ma conférence. Voilà, qui sont plutôt des questions. Parce que vous savez que les réponses, on les trouve soi-même. Les questions, on peut essayer de se les poser à plusieurs. Donc, quels sont les enjeux sociaux du vieillissement? La transformation du cycle de vie. Quelle place tient le travail dans ma vie? Ça, c'est très important à questionner. Quels sont les remaniements de notre identité? On va voir que ça va être un gros travail à faire sur son identité. Et comment faire quelques recettes, entre guillemets, pour que ce passage soit fécond et bien vécu. Donc, 5 points dans ma conférence. Juste avant de commencer, il faut quand même savoir que ce mot retraite est un mot valise. Il regroupe plein de casiers. Ça veut dire beaucoup de choses différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la fin de l'activité professionnelle.
Ça veut dire aussi le passage et la transition vers une nouvelle identité. C'est aussi l'étape inaugurale d'un nouveau temps de la vie et l'entrée dans le vieillissement. C'est aussi le dernier grand tournant d'un parcours biographique qui signe l'appartenance à un nouveau groupe social qui s'appelle les retraités, dont certains parmi vous font partie, d'autres pas encore. J'ai vu que dans les inscriptions, il y en avait qui étaient déjà retraités, d'autres qui vont l'être, et classés quand même dans la catégorie des inactifs par l'INSEE. Ça ne fait peut-être pas plaisir, cette catégorisation, mais c'est comme ça que c'est présenté. Juste un mot sur justement le mot retraite. En français, il a une double connotation un peu négative. Retraite, ça fait retraite militaire, retraite de Russie, la Bérésina, bon c'est d'actualité, mais là c'était du côté des armées napoléoniennes. Donc il y a un côté entre le sabre et le goupillon. Le sabre, retraite militaire, et le goupillon, retrait religieux de mort au monde. Parce qu'on disait, on allait se retirer du monde. Retenez quand même qu'en espagnol, ça se dit jubilation, jubilación. Voilà, donc il y aurait peut-être à réfléchir sur un nouveau mot. On peut distinguer aussi au fil de l'histoire, depuis 1945, 3 significations sociales associées à la retraite. En 1945, c'est d'abord considéré comme un droit au repos après une vie de labeur. Voilà, c'était considéré comme ça, la retraite. Dans les années 70, si on évolue dans le temps, elle devient un temps de loisir pour le 3e âge. C'est ce qu'on disait aussi à l'époque. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de vieillissement actif et d'utilité sociale. Donc on voit bien que le mot, à travers le temps, a évolué aussi. Donc premier point, l'évolution, alors les enjeux sociaux du vieillissement, l'évolution démographique. Alors vous avez tous entendu parler de cette longévité qui va faire qu'il y aura de plus en plus de personnes âgées. Alors on verra ce qu'on entend par âge aussi. Et en fait, cette évolution démographique, c'est un événement remarquable. C'est une très bonne nouvelle en fait. Durant des millénaires, la durée de vie des humains était fort courte. Par exemple, au XVIIIe siècle, la moyenne d'espérance de vie à la naissance se situait autour de 28 ans. Enfin, c'est important d'essayer de réaliser. Au XIXe siècle, elle était de 40 ans. En 1950, 65 ans. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en un siècle, on a fait un bond en avant phénoménal de 30 ans de plus d'espérance de vie. Bon, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Oui, non, oui. Aujourd'hui, sur 67 millions d'habitants en France, la moyenne d'espérance de vie à la naissance, juste quelques chiffres pour que vous soyez bien imprégné du contexte dans lequel vous arrivez à la retraite. La moyenne d'espérance de vie à la naissance est de 79,5 pour les messieurs et un peu plus pour les dames, 85,4. Sachant qu'avec le Covid, il y a des choses qui ont changé. Donc, aujourd'hui, on peut dire qu'à 60 ans, nous pouvons espérer vivre en moyenne encore près d'un quart de siècle. C'est ce que disait Hervé aujourd'hui. 25, 26, 27 ans. À 60 ans. Donc, ça fait un large temps de vie. C'est pour ça que c'est important de le préparer et de le voir comme un nouveau projet de vie. Alors, il y a environ 17 millions de retraités aujourd'hui, soit presque d'un quart de la population française. Ces chiffres vont aller en augmentant. Pour les... Je vous en prie. Donc les plus... Je ne veux pas prendre toutes les tranches d'âge, mais on va voir que ça va évoluer. Les centenaires aussi vivent aujourd'hui, sont de plus en plus nombreux. Donc, une annonce d'un vieillissement de la population jamais atteint jusqu'ici. La longévité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ça ne touche pas que la France, ça touche aussi l'Europe, ça touche aussi le monde entier, et c'est un défi majeur. Parce que sur notre planète, en 2050, il y aura 2 milliards de personnes de plus de 60 ans. Ce qui veut dire qu'il est important d'être attentif aux enjeux sociaux et économiques
auxquels nous allons devoir faire face. C'est un vrai défi. Il y a de multiples implications parce que ce vieillissement a un impact sur tous nos modes de vie, aussi bien l'économie, l'emploi, le déroulement de carrière, la formation, pardon, la transmission du patrimoine, le logement, l'urbanisme, la santé, la dépendance, tous nos modes de vie. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est des retraités très actifs, plutôt, en pleine forme, aux multiples activités. Alors, les baby-boomers et boomeuses que vous étiez, vous êtes devenus papy-boomeuses et mamie-boomeuse. Hein. Et aujourd'hui, il y a environ 700 000 personnes qui arrivent à la retraite tous les ans. Voilà. Dont vous faites partie, la plupart. Ce qu'on peut voir, c'est que, je donne des généralités là, hein, la santé et un besoin de reconnaissance sociale, ce sont des préoccupations partagées par tous. Ah oui, si vous pouvez éteindre vos portables, on a oublié de le préciser. L'utilité sociale des retraités est considérable et elle œuvre à une coopération intergénérationnelle. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Donc, vous êtes une génération pivot, hein, vraiment. Vous aidez à la fois les petits-enfants et les parents âgés. Voilà. Alors ça, c'est typique de cette génération. Les plus de 60 ans aussi sont majoritaires comme aidants familiaux. Il y a à peu près 8 millions d'aidants familiaux qui apportent évidemment beaucoup de soins aux personnes malades, handicapées ou âgées. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que... Oui, je voudrais dire une chose, c'est que quand j'ai écrit ce livre en 2014, oui, je pensais que le retraité était la figure emblématique de l'avenir. Et plus le temps passe, et plus je pense que c'est vrai, parce que les questions qui vous traversent individuellement sont les mêmes à peu près que celles qui traversent la société. On le verra, essayez de voir les liens que vous pouvez faire. Donc, vous êtes aussi une génération peut-être pionnière hein, pour inventer une nouvelle façon de vivre ensemble, plus tolérante, fraternelle, si possible. Voilà. Un autre point intéressant, toujours dans les données sociologiques, c'est que la fin de carrière arrive plus tôt. En France, en tout cas, nous avons, parmi les 60-64 ans, seulement 33% de personnes qui sont en activité. C'est-à-dire très peu. Donc on a en fait toute une population de plus de 60 ans qui est soit au chômage, soit en arrêt maladie, soit en retraite progressive, etc. Donc tout ça n'est pas sans poser des questions sur comment on va faire pour... enfin, bon, vous êtes au courant de l'histoire des retraites à 65 ans, comment ça va s'agérer cette question. Plus l'espérance de vie augmente, plus l'espérance de vie professionnelle diminue en ce moment. Donc on est dans un paradoxe là. Hein. Il va falloir trouver une solution. L'équilibre du régime des retraites est aussi une question majeure aujourd'hui. En 1945, la France a choisi un système très généreux de protection sociale, envié par bien des pays, qui repose sur quoi? Un ensemble de transferts publics circulant entre générations. C'est ça qui est le point important. C'est que chaque génération va payer la retraite de la génération plus âgée. Et donc, si on rompt ça, il pourrait y avoir une rupture hein, entre les générations. Et que la promesse qu'on a faite aux générations, que nous sommes faits tous ensemble par rapport à ce pacte intergénérationnel pourrait entraîner un conflit entre les âges. C'est une vraie question. Donc, les débats sur la retraite, je passe vite sur cette question, ne sont pas seulement financiers, mais sociétaux et politiques. Puis vous l'entendez, hein, aujourd'hui, c'est vraiment un sujet plutôt à haut risque. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une manif des retraités. Voilà. Donc, c'est un sujet d'actualité vraiment brûlant. Le dernier point sur ces données démographiques, c'est la question du grand vieillissement et de la dépendance. Aux 4 piliers déjà existants de notre système de sécurité sociale, je rappelle maladie, famille, chômage, retraite, va se rajouter ce fameux 5e pilier, qui est celui du financement de la dépendance. Alors, on n'a pas encore trouvé de solution, c'est remis à chaque fois
un peu plus tard, sachant que nous avons à peu près 1,5 million de personnes qui sont en dépendance et l'augmentation importante quand même des personnes âgées avec les maladies chroniques. Bon, donc il faut absolument trouver un financement, d'autant plus que les personnes ne souhaitent pas aller dans les EHPAD. Bon, vous avez entendu le livre Les Fossoyeurs et le scandale quand même, hein, dans certaines EHPAD, et que la plupart souhaitent rester chez elles. Voilà. Donc j'arrêterai sur le grand contexte social, mais vous voyez, il y a quand même des choses à entendre parce que vous êtes pris aussi dans ces questions-là. Le deuxième point, c'est la transformation du cycle de vie. Autrefois, rappelez-vous, il y a longtemps, dans les civilisations traditionnelles, on trouvait un modèle très uniforme du passage des âges. Il y avait un âge pour apprendre, pour commencer à travailler, se fréquenter, se marier, avoir des enfants et ainsi de suite. Il y avait une espèce d'horloge sociale, il y avait les attentes d'une horloge sociale et la carte du temps qui correspondait. La plupart des humains faisaient tous les mêmes choses en même temps, en gros. Le cycle de vie, il était pensé comment? Il était pensé d'abord à 3 temps. Enfant, adulte, vieillard. Rappelez-vous l'énigme à Thèbes. Oui, je vois, il y en a que... La Sphinge qui dit à Oedipe, quel est l'animal qui marche à 4 pattes le matin, à 2 le midi et à 3 le soir? Alors il arrive à résoudre l'énigme, oui, c'est l'homme. Donc la Sphinge tombe et puis après, lui, il va voguer vers d'autres aventures qu'on ne va pas aborder ici. Mais il va quand même épouser sa mère sans le savoir. Enfin, c'est quand même assez effrayant son histoire, au pauvre Oedipe. Bon. Ensuite, ça a été pensé à 4 temps. On a introduit l'adolescence. Ce n'était pas toujours marqué, l'adolescence, hein, comme on le fait aujourd'hui. Donc, c'était le cycle de vie à 4 temps, 4 saisons de la vie. Printemps, été, automne, hiver, et puis enfance, adolescence, adulte, vieillesse. Aujourd'hui, ce modèle à 4 temps s'est complètement effrité. Les cycles de vie s'écartent de plus en plus de la norme. On en repère près de 8. Vous avez dû entendre les adolescents, les adolescents, les quinquados, les sexygénaires. Enfin bon, on en rajoute. Hein. On fait des catégories sur les âges de la vie. Du coup, ça s'écarte vraiment d'une norme. Hein. Et on peut repérer également 3 notions de l'âge. Il y a l'âge réel, celui de vos artères hein, et celui de votre carte d'identité. Il y a l'âge social, celui que les autres vous donnent. Et puis, il y a l'âge subjectif, psychologique, ressenti. Et là, on a fait, dans les études qui ont été faites, il y a à peu près 10 ou 15 ans de moins que ressenti par rapport à l'âge réel. On n'a pas le temps de le faire là, mais on pourrait faire un petit test en disant quel âge vous vous sentez. Alors, à propos de l'âge, il y a aussi une autre bonne nouvelle que je voudrais rappeler ici, c'est que notre vie d'adulte va se poursuivre par une nouvelle phase de développement psychique. Alors, c'est pas physique, hein, ça va pas être le développement, mais il y a une phase de développement psychique qui nous offre à nouveau la possibilité de grandir et d'élargir notre pensée. Je l'appelle, moi, la 3e adolescence. Adolescere, en latin, ça veut dire grandir. Voilà, donc une nouvelle phase, un nouveau temps de la vie où on peut grandir, plutôt psychiquement. Hein. Et donc, il y a une transformation intérieure, donc c'est très, très dynamique, pour aller vers une métamorphose de notre conscience. Donc, une belle occasion de quoi? De devenir plus libre de son temps, de la performance et des normes pesantes, c'est ça qu'il va falloir dépoussiérer un peu, d'apprendre à faire évoluer son regard sur la maturité et la vieillesse comme acquisition, progrès et sérénité. Kant disait au moins on heureux la vieillesse comme la reconnaissance de la performance d'avoir duré. C'est pas mal, plutôt que de la performance économique ou sociale. La performance d'avoir duré. Il faut faire également être attentif à l'injonction sociale tyrannique à rester jeune, parce qu'elle percute 2 tabous majeurs de la société, vieillir et mourir. Hein, on est vraiment sur les tabous majeurs. Parce qu'il y a un puissant fantasme d'éternité qui nous invite à nous comporter comme si nous pouvions vivre éternellement.
Faire ou ne pas faire son âge, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment la question. Et alors, face à cette nouvelle interrogation, il y a une espèce de désordre dans la tête des gens sur les âges. On a plusieurs scénarios, soit la fin des âges. Alors là, je vous renvoie à toute l'industrie des cosmétiques qui propose tous les arsenaux possibles pour ne pas faire son âge, ou la chirurgie esthétique. Et donc, on aurait une espèce de nouvelle tribu sans âge. Bon, pourquoi pas. Et alors, le rêve fou d'éternité, il va encore plus loin dans les laboratoires de la Silicon Valley. Vous savez, là, les GAFA où ils travaillent, c'est le fameux courant du transhumanisme qui travaille pour vaincre la mort et le vieillissement. Bon, après, c'est votre droit le plus strict d'y croire ou pas. Mais quand même, moi, je me pose la question, si on vit 1000 ans, qui paiera les retraites? Bon, voilà. On peut aussi en rire. Et puis, il y a un nouveau scénario, c'est la lutte des âges. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il pourrait y avoir dans la société une lutte entre les jeunes et les vieux. Il y a une nouvelle de l'écrivain Dino Buzzati qui est formidable par rapport à ça, qui est tiré du cas où la nuit tombée, des bandes de jeunes partent faire la chasse aux vieux. Leur slogan, l'âge est un crime. Des groupes antagonistes se livrent une lutte à mort pour la défense des privilèges et de la reconnaissance. Ah bah les jeunes, meurent aux vieux. Enfin voilà. On pourrait imaginer une guerre des générations. Bon, on espère qu'elle n'aura pas lieu, mais quand même, il faut être vigilant. Donc, dans les représentations sociales des retraités aussi, et c'est assez contrasté, on a plutôt... Qu'est-ce qu'on nous montre dans la presse ou dans les médias? Des représentations de retraités, de jeunes retraités dynamiques, jouisseurs, profiteurs, privilégiés, en pleine forme, s'enivrant de voyages, de loisirs, de thalassothérapie, de projets, que sais-je, tous les plus formidables les uns que les autres. Ça, c'est une des images. Et à l'inverse, on nous montre quoi? Des représentations plutôt effrayantes de vieux inutiles et inactifs dans les maisons de retraite, coûtant cher et devenu une charge inutile pour la société. On a vraiment ces deux images très opposées quand on parle des retraités ou des personnes âgées. Donc on est quand même dans une idéologie dominante de notre société de type guerrière, quand même, puis en plus c'est d'actualité, où la jeunesse, l'action, la performance et le travail sont des valeurs mises en avant. Donc ces images-là ne favorisent pas la transition vers la retraite, puisqu'elles dévalorisent le modèle vers lequel on pourrait aller. On distingue également, et je vais terminer ce point 2, la nécessité de repérer 3 âges différents dans la retraite. On a les jeunes retraités, les novices néo-retraités, on pourrait dire, retraite active, en bonne santé, 60-75 ans à peu près. Là aussi, il ne faut pas prendre le chiffre là au pied de la lettre, mais on a quand même repéré cette tranche d'âge. Avec des activités plutôt non professionnelles, et tout va plutôt bien. Ensuite, on a les aînés, on pourrait les appeler les aînés, avec une déprise progressive des activités sociales, un temps qu'on pourrait appeler de la sagesse, les 75-85 ans, l'âge de mini-handicap, ça commence quand même, les problèmes de santé peuvent arriver. Et puis le 3e temps, que j'appelle, mais avec beaucoup de tendresse, les TGV, les très grands vieux, la vieillesse, ça, et le grand âge, où là on est au-dessus de 85 ans. Et là, il faut distinguer vraiment les personnes autonomes des personnes dépendantes. Donc on voit bien que le mot retraite n'est pas tout à fait adapté, outre que, bon, il a une signification un peu tristounette, il n'est pas non plus très adapté pour décrire 3 âges de la vie très différents. Alors si vous avez des idées sur comment appeler ce temps de la vie, c'est bienvenu. 3e point, la place du travail dans l'identité. Tout à l'heure, Hervé m'a présenté, il a dit quoi? Il a dit mon métier. J'aurais pu dire, voilà, bonjour, je suis un tel, voilà ce que je fais dans la vie. Je raconte quoi? Quand vous allez d'ailleurs dans une soirée, on vous demande souvent, alors et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? On voit bien qu'on se présente très souvent par notre métier. C'est assez courant. Et au moment où, justement, on passe à la retraite, j'ai entendu beaucoup de personnes qui m'ont dit, moi, je ne peux pas dire que je suis retraité. Rien que ce mot,
Voilà, donc on a une difficulté avec cette identité de retraité. Comment je vais me présenter maintenant aux autres, hein? En 2 mots sur notre identité aussi, alors là, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais vraiment résumer. Elle se construit sur 3 pôles. Le besoin d'appartenir, on appartient à une généalogie, à un territoire, à une famille, mais aussi le besoin de se différencier, et là, c'est nos caractéristiques physiques, mais aussi nos valeurs, nos goûts et notre façon de vivre. On le voit dans une fratrie, hein, c'est intéressant. On peut avoir le même père, la même mère, la même à peu près histoire, mais on va se distinguer. On n'est pas tous pareils quand même. Et puis le 3e point, c'est le besoin d'être reconnu, de reconnaissance, qui est très important. On a tous besoin d'être reconnus en tant qu'humains ayant une certaine valeur. Voilà. Ce qu'on va voir aussi, c'est que notre identité, elle n'est pas statique. Elle va bouger tout au long de notre vie. Il y a celle qu'on a héritée à la naissance. On n'y peut pas grand-chose, hein. Il y a une loterie, là. Plus ou moins de chance dans la famille dans laquelle nous sommes nés. Dans quel espace, dans quel temps de l'histoire. Ça, c'est l'héritage. Mais ensuite, tout au long de la vie, elle va bouger, notre identité. Et là, au moment où on arrive à la retraite, on a une nouvelle identité espérée. On ne sait pas encore ce qu'elle va être, hein, parce qu'on n'a jamais connu ça. Voilà. Il y a une nouveauté, c'est inédit. Donc, dans une société d'ailleurs où le travail est la norme, le manque de travail, hein, puisque c'est ça qui va faire la grande différence, ont montré quand même le malaise des chômeurs. Il y a eu beaucoup d'études faites là-dessus, et aussi la crise psychologique et sociale qui remet en question l'identité. Donc, certains se vivent dans une identité plutôt négative, en creux. C'est vraiment le moment de se poser la question: que représente le travail dans ma vie? Vraiment? Pourquoi? Parce qu'on ne va pas quitter facilement 40 ans, 40 et quelques années, hein, de vie structurée par le travail, le rythme du travail, facilement. Ce n'est pas vrai. Hein. On ne repart pas à zéro. Hein. Il y a un passage qui est influencé par les étapes qui ont précédé tout au long de sa trajectoire, mais il faudra en tenir compte. Quand la retraite commence à poindre, donc je commence à m'interroger sur la place qu'occupe le travail dans ma vie. Est-ce qu'il prend toute la place? Est-il ma seule raison de vivre? Est-ce que j'ai investi toutes mes énergies et mon espoir dans le travail, ou est-ce que j'ai développé d'autres centres d'intérêt en parallèle, d'autres réseaux de relations? Est-ce qu'il m'a permis de m'épanouir et de me réaliser, ou au contraire, est-ce que c'est une obligation et une contrainte terrible? Donc, d'ailleurs, la question qui se pose aujourd'hui, les jeunes générations le posent, est-ce que le travail va être encore le grand organisateur de l'existence et des temps sociaux? On ne sait pas. C'est en questionnement. Jacques, un monsieur qui participait à un des séminaires, 58 ans, il me dit: « Je suis content de partir à la retraite. Je n'aime plus le travail que je fais, je suis fatigué, et surtout, je n'y crois plus. Je ne m'y reconnais plus. J'ai l'impression que ça n'a plus de sens. » Alors, il parle de l'ambiance, c'est un vrai champ de bataille, dit-il. « Je suis content, mais en même temps, je m'inquiète. Comment va être mon futur? Qu'est-ce que je vais faire? Pendant combien de temps je vais pouvoir toucher ma retraite? Et mes enfants, trouveront-ils du travail? » Donc, il a toute une question autour de lâcher le travail, mais quoi, même s'il est content de partir, mais quand même, c'est un peu inquiétant pour lui. Mais en même temps, cette retraite apparaît pour lui comme une rupture positive pour démarrer une nouvelle vie. C'est le centre de gravité psychique qui va bouger, là. Ce qui était central, le travail, hein, c'était un peu comme un squelette là, qui nous tenait, va passer à la périphérie. Et ce qui était périphérique va passer au centre. Donc il y a une sacrée bascule, hein, quand même, au niveau de l'énergie psychique qui va se faire. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait à perdre si on quitte le travail? Déjà, Voltaire, en 1759, nous disait « Le travail éloigne de nous 3 grands maux. » Je ne sais pas si vous connaissez ça. L'ennui, le vice et le besoin. Bon. Et l'oisiveté est mère de tous les vices. Enfin, c'est des choses qu'on a entendues. Il permet à l'homme de donner un sens. Mais voyons maintenant quelques points sur les fonctions que remplit le travail.
Il n'est pas qu'un gagne-pain. Ou il peut être qu'un gagne-pain, hein, si ça convient. Il fait quoi? Il nous sécurise et il nous donne une garantie sur l'avenir qui peut faire peur. N'oubliez pas qu'il y aura une baisse de revenus quand même à la retraite. Hein, donc ça, c'est des choses à penser. Il structure notre temps. Il organise notre temporalité de la vie quotidienne. Voilà, c'est ponctué tous les jours. Il crée du lien social par des contacts sociaux hors de la famille. Il nous donne une utilité sociale et des buts dans la vie. Il nous occupe tout simplement car nous sommes actifs à faire quelque chose. Et il nous inscrit dans une communauté. Du coup, il va définir notre identité sociale et professionnelle, qui vont nous donner un sentiment de reconnaissance. Donc, la perte de tout ça, vous voyez bien qu'il va falloir le remplacer, qu'il va falloir trouver un équivalent satisfaisant. Alors, il n'y a pas de baguette magique, ça serait mentir que de vous dire que ça va se faire d'un coup de baguette magique. Hein. Chacun de vous va trouver individuellement des réponses pour remplacer sur quoi se structurer notre identité avec le travail. On a remarqué que certaines catégories sociales font mieux face à ces questionnements. Ce sont par exemple les artistes, les intellectuels, les universitaires, les travailleurs indépendants, mais aussi tous ceux qui ont des passions dans leur vie. On aura l'occasion sans doute d'échanger là-dessus. Alors, quatrième point, les remaniements, il faut que j'accélère un petit peu, je regarde l'heure, pardon. Les remaniements de notre identité. Donc, comment renoncer à mon identité sociale précédente et satisfaire encore mon besoin d'amour, de respect, d'estime de moi et de reconnaissance. Alors d'abord, quand même, un changement de nom et de statut. De vieux travailleurs, on devient jeune retraité. Ah, il y a un changement. On touchait un salaire, là on va toucher une pension. Tiens, voilà déjà un changement hein, au niveau du statut. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que notre vie est une succession de transitions. Voilà, sur la question de la transition, c'est fondamental. Je rappelle qu'une transition, il y a 3 phases incontournables. Elle commence par une fin et elle se termine par un commencement. C'est-à-dire que le changement, là, et la transition qui va venir, c'est la fin du travail, le détachement, le départ pour le grand voyage de la retraite. C'est le moment de se séparer et d'abandonner des habitudes plutôt sécurisantes. La transition, ça peut être une zone de turbulence. Ah oui, on pourra en parler. Hein, qu'est-ce qui peut créer un peu d'incertitude, voire de confusion ou d'anxiété. Et puis l'adaptation, c'est ça y est, on est arrivé, on a trouvé la destination qui nous convient pour partir sur un nouveau départ. Donc, ça peut générer de l'inquiétude, je l'ai dit, mais c'est aussi une aventure passionnante à vivre. C'est le moment de rebattre toutes les cartes. Voilà. Parce que c'est la première fois qu'on est aussi libre dans sa vie. J'en parlerai tout à l'heure. Puisqu'on n'a plus à obéir à des contraintes qui sont lesquelles? La famille, l'école et le monde du travail. Hein. Alors là, c'est la première fois qu'on ne vous demande plus de compte. Il n'y a plus de compte à rendre. Donc c'est un moment de liberté inouïe. Mais ça peut faire peur, la liberté aussi. Hein. Voilà. Une petite... non, ça, je reviendrai plus tard. On a repéré, oui, 4 types de transition. La transition, continuité, reproduction. C'est-à-dire que les gens font exactement la même chose que lorsqu'ils travaillaient, en termes de rythme. Rien ne change. Ils ne veulent surtout pas que ça change. Alors, le risque, c'est de se perdre dans des activités qui n'ont plus aucun sens. C'est juste pour être occupé. Et là, on a les agendas de ministres hein, qui se remplissent. Vous devez sans doute connaître des personnes comme ça autour de vous. Bon, on fait comme si rien n'avait bougé. On a un autre type de transition, c'est la reconversion, transposition. Le rythme et le rapport au temps va changer. Voilà, là, on va réfléchir et on va choisir des activités soit plus hédonistes, soit plus utiles. Après une longue réflexion, voilà, on prend le temps.
Et c'est plutôt une réussite de faire ça. Par exemple, un comptable devient un trésorier d'association. On va transférer aussi une compétence. Et puis, on a aussi une transition discontinuité, rupture. C'est-à-dire qu'on quitte tout, la région où on habitait. On parlera de la question de l'espace, parce que c'est de là où on va habiter. Ça peut être une rupture par choix, voilà. On réalise enfin un vieux rêve, on fait le tour du monde. Soit ça peut être une rupture par défaut. C'est-à-dire qu'on a un conjoint malade et on est obligé de partir ailleurs, mais ce n'est pas choisi. Voilà. Alors, les choix d'activité, là, sont multiples et variés. Entre plaisir et utilité, qu'est-ce qu'on a? On a tous les voyages. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais elle est longue. Le sport, la peinture, la musique, les arts, cultiver son jardin, se cultiver, les cours à l'université sont remplis, si on a envie de... Alors, un scoop, apprendre ne déçoit jamais. Autant les relations humaines peuvent décevoir, non? Mais apprendre, ça, vous n'aurez jamais de déception. Enfin, je vous le dis, comme un scoop. C'est vrai, ça, c'est très important de continuer à apprendre, si on peut. Soit on peut créer aussi, en faisant, par exemple, l'histoire de la famille. Il y a beaucoup d'engouement pour les recherches généalogiques aujourd'hui, pour laisser une trace à la famille. On peut aussi créer du lien social via des solidarités de proximité, les voisins, les ascendants, les enfants, les petits-enfants, soit sur des activités plus structurées, engagement bénévole, associatif, politique dans la commune, enfin il y a plein de choses à faire. Alors soit on a aussi un cumul emploi-retraite, souvent ça arrive, soit parce qu'on a besoin de le faire pour avoir un revenu supplémentaire, soit parce qu'on a simplement envie de continuer à être en activité. Et puis le quatrième point, c'est l'impossible transition, où là on a, malgré un discours politiquement correct, dans lequel il convient de dire que tout va bien à la retraite, on a beaucoup de mal en fait à trouver un sens à ce qu'on fait, un désir. Il peut y avoir un petit moment dépressif aussi, ça arrive, et c'est pas grave en soi, mais il vaut mieux se faire accompagner quand on a cette difficulté en fait à faire la transition. On est occupé en fait par son angoisse existentielle. Cinquième point, comment faire en fait pour que ce passage soit fécond et plutôt bien vécu? Alors il y a parfois des facteurs qui viennent de l'extérieur qui vont jouer, puis d'autres qui viennent de l'intérieur. De l'extérieur, ce qu'on peut repérer, c'est bien se séparer de la maison mère, c'est-à-dire de l'entreprise dans laquelle on est. François, par exemple, cadre dans une grande entreprise privée, me dit, la veille de sa retraite, « J'ai du mal à envisager de rompre les liens de plus de 40 ans. Vendredi soir, je pars à la retraite, tout bascule et j'ai peur. » Voilà une des façons possibles d'être pris par cette question. Alors il va revenir, d'ailleurs, il va errer dans les couloirs, il va aller voir ses collègues qui vont l'envoyer bouler parce qu'il les embête. Enfin, bon, c'est pas terrible. Il n'arrive pas à couper le cordon, en fait. Et c'est vrai, c'est pas si facile que ça. Autre point auquel il faut être attentif, c'est la fin de carrière professionnelle. Autant que faire se peut, il faut essayer de la vivre bien. Voilà, avec, si on peut avoir transmis un savoir à un plus jeune, avoir le sentiment d'un travail bien bouclé et le sentiment d'être reconnu. Ça favorise des passages à la retraite plutôt bénéfiques. Les modalités de départ, si c'est voulu ou si c'est subi. Quand c'est subi, on a l'impression d'avoir été puni, c'est ce que disent souvent certaines personnes. C'est une obligation ou au contraire c'est un choix. Les conditions de départ, plutôt le printemps et l'été que l'hiver, mais ça c'est anecdotique. Et puis, vous faire aider quand vous avez à demander la fameuse liquidation des droits à pension. Le mot est un peu étonnant. Certains le vivent très très mal. Le pot de départ, ça reste un souvenir très très important, très longtemps après. Quand il est réussi, quand on est venu faire
un discours, avec des cadeaux, que tout le monde était là pour applaudir, qu'on a raconté un peu l'histoire de la personne. Quand ça se passe très bien, ça aide en fait. C'est un rite de passage hein, aussi, pour pouvoir se séparer. Hein, c'est un rite de séparation. Et il est pas si anodin que ça, le pot de départ. Et un autre point, je vais prendre encore 2 minutes, et puis ensuite nous passerons aux questions-réponses. C'est bon là? Je regarde Hervé sur le temps. Ok. À la retraite, il est important de traiter sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire reprendre toute son histoire quand on a la possibilité de le faire, et c'est assez facile, sinon on peut se faire accompagner, pour essayer d'ouvrir sa malle au trésor et de regarder tout ce qu'on a fait dans la vie. On a fait quand même des choses assez positives. Donc, retraiter sa vie, se re-raconter son histoire, et puis essayer de repérer qu'est-ce qui constitue finalement la trame de mon histoire de vie. Voilà. Alors, il faut vraiment revisiter là ses idéaux, ses valeurs et ses croyances. C'est un vrai travail, hein, qui demande un peu d'introspection quand même. Est-ce que je reprends mes rêves endormis depuis l'enfance ou est-ce que je fais tout à fait autre chose? Et puis, est-ce qu'il y a des modèles de retraités dans ma famille? Est-ce que j'ai envie de leur ressembler, les parents, les grands-parents, ou au contraire, surtout pas? Ça influe. Ça influe hein, aussi. Par exemple, Catherine, qui a 60 ans, qui est employée de la fonction publique, elle est ravie, elle, de prendre sa retraite. Alors vraiment, elle vit son départ comme une libération. Enfin, le temps de vivre, dit-elle. Vive la liberté, ne plus se lever à heure fixe, par la sonnerie du téléphone, terminer les mails, les réunions qui n'en finissent plus, les cadences de travail stressantes. Faire tout ce que je veux, avoir plus de temps pour moi, plus de liberté. Alors elle va vivre ça dans une période d'euphorie pendant 6 mois à peu près. Son identité va se troubler au bout d'un moment. Il y a bien des questions qui vont arriver. Hein, c'est la lune de miel là, pendant 6 mois, mais après arrive un moment où le temps et l'espace commencent à poser question. En fait, si on peut, c'est prendre le temps de faire un zoom arrière pour voir d'où on vient, pour savoir où on va. C'est simplement ça. Ça peut aider quand même de faire du projet. Donc, développer des tâches qui ont du sens, mettre en route un projet, explorer de nouvelles avenues qu'on n'a jamais explorées, imaginer, anticiper. Vous voyez, ça demande un travail de prospective, en fait, hein. Mais tranquillement. Et essayer d'être dans une rencontre créative et unique avec soi-même. C'est vraiment le moment. Voilà. C'est le bon moment. Sur l'espace, il y a 2 choses aussi à voir. Le rapport à l'espace et le rapport au temps. Ce sont 2 éléments qui structurent notre vie, hein. Le rapport à l'espace. Alors, mon espace physique, c'est le corps, en fait, hein. Il va falloir apprendre à vivre des transformations. Pas forcément facile à vivre, hein. Je dois renégocier avec ma nouvelle enveloppe corporelle qui se grippe parfois. Je récupère moins vite. Et je vais rejoindre la tribu des Tamalous, comme disent nos collègues canadiens. Je trouve ça super, Tamalou. Voilà, on commence à être un peu sur ce registre-là. Mon espace psychique. Qui suis-je aujourd'hui? Mais qui être désormais? Qui aimer? Que faire de ma vie? Quel sens lui donner? Que m'est-il permis d'espérer? Vous voyez, c'est des questions, on revisite son identité. Le rapport aux autres, c'est l'espace social. Il y a celui à redéfinir avec le couple, mais je reviendrai parce que ça mérite peut-être un sujet un peu plus approfondi. Donc le couple, ensuite la famille. Il est important de revisiter les liens, en fait, avec sa famille, pour voir jusqu'où on va continuer dans l'aide ou pas, sachant que la génération pivot que vous êtes aide beaucoup, hein, aujourd'hui. Non seulement les petits-enfants, mais aussi les enfants qui eux-mêmes divorcent, reviennent à la maison, se retrouvent au chômage, ça arrive, hein. Donc c'est vous qui portez tout ça. Par rapport à la société, évidemment, quel espace social occuper? Voilà. Quelle place et quel rôle? Ça se décline comme ça. Et cette identité remaniée va passer par un sentiment d'utilité sociale,
D'où l'enjeu fondamental, individuel et collectif, de la place des retraités dans la société. Je rappelle quelques modèles d'identification valorisés qui sont des retraités hyperactifs. Alors, il faudrait être idéalement des hyperconsommateurs avec du temps libre et des revenus confortables. Ça, c'est le modèle idéalisé. Attention à toutes ces injonctions tyranniques, pour moi, qui sont idéalisées. Ou alors l'engagement du rôle dans le rôle grand-parental. On ne fait que ça, s'occuper de ses petits-enfants du matin au soir. C'est très valorisé aussi. Et après, c'est l'engagement citoyen où je me défonce complètement du matin au soir dans un bénévolat. Alors, tout ça est utile, bien évidemment, mais être attentif à pas succomber à ces injonctions que les médias et la société proposent. L'espace géographique, bon, mais c'est la question du déménagement. Est-ce qu'on reste dans la même maison? Est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'on fait des travaux dans la maison? C'est surtout dans le couple que ça va poser question. Quels travaux? Peut-être abandonner le rêve de la vieille maison de famille ou qui regroupe tous les amis, tous les enfants. Peut-être qu'il faudra y renoncer et faire des travaux chez soi. Voilà. Et le dernier point, c'est le rapport au temps. Alors, le rapport au temps, enfin libre de faire ce que je veux quand je veux. Sauf qu'il va falloir apprendre à gérer ce temps libre. Comme je le disais tout à l'heure, on a été depuis l'enfance pris dans des temps contraints, avec des obligations. Là, le passage à un temps choisi et plus morcelé, c'est un véritable apprentissage qui va demander du temps. Alors c'est le bon moment, c'est saisir Kéros, vous savez, c'est ce dieu grec avec une touffe de cheveux qu'il faut saisir quand il passe dans le ciel. C'est le bon moment, c'est le moment opportun de faire tous ces changements-là. C'est le bon moment pour agir. Le temps qui reste, comment occuper le temps? Là, on fait référence à un autre dieu qui était un affreux, Chronos, qui dévorait ses enfants. Il les dévorait, il ne voulait pas que d'autres deviennent Dieu à sa place. Et alors voilà, comment on va occuper le temps? Le plaisir du temps présent, mais aussi le plaisir de faire du projet, et comment... Bon. Et demain, quelle boussole du futur? Alors comment vous abordez votre futur aussi? Quel rapport vous avez au futur? Donc, le nouveau projet de vie qui devra être construit, il va falloir le créer tranquillement. Alors, je vous invite à faire un petit trèfle à 4 feuilles, et je clôt là-dessus. Sur le pétale de gauche en bas à gauche, pensez à soi, tout ce qu'il y a à faire pour votre bien-être, votre santé physique, mentale, votre développement personnel. Au-dessus, l'autre pétale du joli trèfle, mon cadre de vie, déménager, aménager, gérer ses revenus et son patrimoine, on est sur un autre registre, et puis le pétale en haut à droite, mes relations avec les autres. C'est peut-être le moment de revisiter des relations que je gardais depuis longtemps. Est-ce que j'ai encore envie ou pas? Est-ce qu'elles étaient toxiques ou pas? C'est quand même le moment de se poser la question. Donc, remanier son réseau de relations et surtout essayer de tisser des nouveaux liens sociaux. Et le dernier pétale en bas à droite, penser aux autres. L'utilité sociale, les engagements et les activités bénévoles. Voilà, donc là, vous avez un très beau trèfle qui se dessine, qui portera bonheur, bien sûr, pour aborder le futur. Bon, je vais arrêter là, il y aura encore beaucoup de choses à dire. Je vous remercie d'avoir été très attentifs. Alors...